peut-être cet homme vous est-il inconnu. Pourtant, son nom mériterait de figurer plus souvent dans les livres d'histoire. Ingénieur de formation, Ustinov supervisa la production de matériel militaire durant la Seconde Guerre mondiale. C'est en grande partie grâce à ses efforts surhumains que l'armée rouge a pu infliger de sévères défaites aux forces hitlériennes et traquer le monstre sanguinaire jusqu'à Berlin. Sans lui, le cours des événements aurait pu être différent. Mais ses performances ne s'arrêtent pas là. Après la guerre, Ustinov va jouer un rôle de premier plan dans la conquête spatiale, ainsi que dans le rééquipement des forces militaires soviétiques. Devenu finalement ministre de la Défense et maréchal, il dotera son pays de la plus gigantesque armée au monde. Partons immédiatement à la découverte du destin remarquable de ce géant méconnu. Comme l'immense majorité des dirigeants soviétiques, Dmitri Ustinov est issu d'un milieu très modeste. Ses parents appartiennent à la classe ouvrière. Dmitri voit le jour le 17 octobre 1908 à Samara, sur les rives de la Volga, dans le sud de la Russie. Son séjour scolaire est de courte durée. Dès qu'il a obtenu son certificat d'études primaires, il va travailler. Cela ne l'empêche toutefois pas de continuer à étudier. Il suit des cours du soir. Ses années de jeunesse se déroulent dans un contexte extrêmement difficile. À la Première Guerre mondiale succède la Révolution d'octobre 1917 et la guerre civile entre les bolcheviks et les armées blanches restées fidèles au tsar. Pour aggraver encore les choses, une terrible famine sévit dans la région de la Volga. Dans un acte de courage héroïque, son père, bien que malade, conduit la famille jusqu'à Samarcande, en Asie centrale, à des milliers de kilomètres de là. Ce sera leur planche de salut. C'est à Samarcande, ville de l'actuel Ouzbékistan, qu'Ustinov rejoint les jeunesses communistes. En 1922, son père meurt. La même année, âgé de seulement 14 ans, il part combattre dans des forces spéciales, destinées à protéger le gouvernement soviétique fraîchement établi. L'année suivante, il s'engage volontairement dans un régiment militaire, combattant des bandes de brigands au Turkestan. Il participe également à une campagne destinée à promouvoir le système soviétique auprès des populations du Turkménistan. En 1923, il regagne la Russie en compagnie de sa mère. Il s'installe à Makariev, dans le centre du pays, où habite un de ses frères aînés. Mais, 2 ans plus tard, en 1925, sa mère disparaît à son tour. Ustinov a 17 ans. Il reprend des études dans une école professionnelle. Dans le même temps, il continue de militer au sein des jeunesses communistes, dont il devient le dirigeant local. En 1927, un nouveau diplôme en poche, il participe à la construction d'une papeterie dans la région de Gorky, tout en prenant part activement à la lutte contre les opposants au pouvoir communiste. Bientôt, il entre au parti. On est alors en 1929. À l'automne, Ustinov reprend une nouvelle fois des études, au sein du département de mécanique de l'Institut Polytechnique d'Ivanovo, à 250 km nord-est de Moscou. Toujours très actif politiquement, il officie comme secrétaire des jeunesses communistes locales. Il compte aussi parmi les membres du bureau du parti de l'Institut. Par la suite, Ustinov est transféré à l'Université technique d'État Bauman à Moscou, une prestigieuse école d'ingénieurs fondée au temps de l'impératrice Catherine la Grande. À l'Institut Bauman, Ustinov se fait de nombreux amis. Beaucoup joueront plus tard un rôle considérable dans le développement technologique du pays. C'est notamment le cas d'Andrei Tupolev, qui deviendra l'un des plus grands constructeurs aéronautiques de l'histoire, mais aussi de Vladimir Klimov, futur concepteur de moteurs d'avion à réaction. En 1932, Ustinov et ses camarades d'études sont mutés à l'Institut de mécanique militaire qui vient d'ouvrir ses portes à Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg. Cet institut a pour mission de former des spécialistes de l'industrie de défense. Les futurs ingénieurs y étudient la structure et la logistique des forces armées, ainsi que les méthodes de formation et d'éducation du personnel militaire. Un temps considérable est également consacré à l'apprentissage de la tactique, de la topographie militaire, des fortifications, et à l'organisation du travail politique. Les futurs spécialistes sont particulièrement sensibilisés aux questions liées au développement et à la production de matériel militaire, de même qu'à l'économie de guerre dans son ensemble. Ustinov obtient son diplôme d'ingénieur en mécanique en 1934. Il est alors affecté comme employé à l'Institut de recherche sur l'artillerie de marine, toujours à Leningrad. 3 ans plus tard, à l'été 1937, il rejoint le bureau d'études d'une usine de la ville baptisée bolchevique. Sa tâche consiste à mettre en place des systèmes d'artillerie de marine. Ustinov fait rapidement ses preuves. Dès le mois de mars suivant, il est directeur de l'usine. Cette promotion n'est d'ailleurs pas la seule. Le 8 février 1939, 116 travailleurs de l'usine reçoivent décorations et médailles, tandis qu'Ustinov se voit décerner l'ordre de Lénine,
la distinction la plus élevée d'Union soviétique. L'ampleur des succès remportés est telle qu'à l'occasion du 18e congrès du parti, en mars 1939, le Conseil des commissaires du peuple, la plus haute autorité du gouvernement soviétique, propose sa candidature. Ustinov est élu. Son existence s'en trouvera profondément marquée. Il reste néanmoins encore beaucoup de travail à accomplir. Durant la guerre contre la Finlande, au cours de l'hiver 1939-1940, Ustinov effectue des visites au front pour vérifier personnellement les performances des systèmes d'artillerie. Il apparaît rapidement que les résultats obtenus sont médiocres. Des améliorations sont donc mises en œuvre. Elles portent leurs fruits, mais elles n'empêcheront pas les troupes soviétiques de connaître de véritables désastres face à un adversaire particulièrement combatif et déterminé. Ustinov continue d'attirer l'attention du comité central du parti. Grâce à ses compétences personnelles et aux collaborateurs talentueux dont il s'est entouré, il dépasse de loin les objectifs de production qui avaient été fixés. Le 9 juin 1941, il est convoqué à Moscou par le comité central. Il y rencontre l'un des hommes les plus influents du parti, Georgi Malenkov, un des bras droits de Staline. Au cours d'une brève conversation, Malenkov lui apprend sa nomination comme commissaire aux armées. À seulement 33 ans, il devient le dirigeant le plus important de l'industrie de défense. Le commissariat du peuple aux armées est un organisme extrêmement complexe. Son ossature principale est formée par les installations de production, 5 départements de recherche et des instituts de conception. 10 personnes travaillent au sein du bureau d'études centrales, tandis que 8 universités et 13 instituts collaborent également au projet. Ustinov est chargé de superviser la production de quasiment tous les armements destinés aux troupes terrestres, à la cavalerie et aux forces spéciales, auxquels s'ajoutent des chars, des avions de combat et des systèmes d'artillerie, batteries de terrain, canons anti-chars, batteries anti-aériennes, côtières, navales et canons autopropulsés. Staline accorde une importance particulière à l'artillerie. Dès 1937, alors que les menaces de guerre se font chaque jour grandissantes, il déclare « Si nous regardons l'histoire, on constate que l'artillerie a joué un rôle important dans toutes les guerres. Qu'est-ce qui a vaincu Napoléon? L'artillerie. Pourquoi les Français ont-ils été défaits à Sedan en 1870, principalement à cause de l'artillerie? Voyant en elle une arme précieuse pour emporter la victoire lors d'un futur conflit, Staline exige que l'artillerie soviétique soit à nul autre pareille. Malheureusement, il est encore bientôt pour parler de victoire. Quand Hitler lance ses armées à l'assaut de l'Union soviétique au mois de juin 1941, la situation tourne rapidement au désastre. Non seulement l'armée rouge est insuffisamment préparée, mais Staline lui a porté un coup terrible en faisant purger le haut commandement à la fin des années 30. En à peine quelques semaines, les Soviétiques subissent de très lourdes pertes en hommes et en matériel, tandis que les Allemands avancent de manière fulgurante. Pour Ustinov, l'heure d'un grand rendez-vous avec l'histoire a sonné. Pour tenter de contenir les hordes ennemies, il faut à tout prix maintenir le taux de production industrielle et protéger les précieuses usines d'armement. La tâche qui l'attend est monstrueuse. Mais doté d'une volonté et d'un optimisme inébranlable, allié à des facultés de résistance quasi surhumaines, il est prêt à relever le défi. Les évacuations commencent le 29 juin 1941 dans un des plus grands centres industriels d'Union soviétique, l'usine Arsenal de Kiev. Cette évacuation a lieu pratiquement sous le nez des Allemands, mais la chance sourit à Ustinov, l'ennemi n'inflige que très peu de dégâts, et tout se déroule dans le bon ordre. Jusqu'au 14 août, plus d'1 millier de wagons sont envoyés vers l'Est, hors de portée de l'ennemi. À chaque fois, le trajet dure 6 jours. Dans le même temps, les usines de Moscou et d'autres régions de Russie reçoivent des ordres d'évacuation similaires. Au total, ce sont 1360 centres industriels qui sont évacués. 455 d'entre eux sont redéployés dans l'Oural, 210 en Sibérie occidentale, 250 en Asie centrale et au Kazakhstan. Le tout en seulement 3 mois. Un exploit remarquable dans des conditions de guerre et compte tenu de la distance à parcourir. Pour donner un ordre d'idée, cela reviendrait à déplacer des usines, leur matériel et leur personnel depuis Marseille jusqu'en Laponie. Plus extraordinaire encore, alors même que l'évacuation suit son cours, Ustinov parvient à maintenir le taux de production pratiquement stable. Cela représente sans aucun doute pour lui un stress terrible, que seule sa jeunesse lui permet de supporter. Chaque jour, il doit faire rapport à Staline, oralement et sans note. Et si le maître du Kremlin sait récompenser le travail bien fait, il est tout aussi capable de punir sans la moindre pitié. Ustinov en a la preuve un jour qu'il annonce que la production journalière de fusils s'élève à seulement 9 997 unités au lieu des 10 000 prévus. Staline ne fait pas de mystère, si le camarade Ustinov présente encore une fois un tel rapport, la question de sa carrière sera tranchée.
Ustinov sait que l'issue pourrait être bien pire qu'un simple renvoi. Heureusement, cette situation ne se répétera pas pour lui. Au début de l'année 1942, la production connaît une hausse considérable. Sa tâche herculéenne est cependant loin d'être terminée. En effet, la hausse de production ne suffit pas, il faut aussi concevoir de nouveaux types d'armements plus modernes et plus performants que ceux de l'ennemi, qui s'améliorent sans cesse. Dans ce domaine-ci, Ustinov démontre rapidement ses capacités. Durant l'été 1941, tandis qu'il gère l'évacuation des usines d'armement, il trouve encore le temps pour faire élaborer et produire un nouveau modèle de canon anti-char, en un temps record. Il sera livré sur le front de Moscou dès le mois d'août. Cela le contraint évidemment à travailler sans relâche, à la limite des possibilités humaines. Il est sans cesse en déplacement, visitant les différents centres de production, et dort seulement 2 à 3 heures par jour. Une habitude qu'il conservera pendant le reste de son existence. Par ailleurs, il est souvent contraint de calquer son mode de vie sur celui de Staline, qui préfère travailler la nuit et dormir le jour. Quant au confort, il est totalement inexistant. Dans une dictature du prolétariat, les élites doivent montrer l'exemple. Ustinov partage les conditions de vie des ouvriers. Parfois, il n'y a même pas de lit, et l'on dort comme on peut, sur des caisses ou d'autres couchettes de fortune. Au cours des années 1942 et 1943, Ustinov remporte de nouvelles victoires, tout aussi décisives. Elles s'inscrivent, cette fois, dans une véritable course contre la montre technologique. L'un de ses apports les plus méritoires concerne la conception de chars de combat plus performants, capables d'affronter les nouveaux modèles de panzers allemands apparus en 1942. Le blindage de ces derniers étant extrêmement résistant, il est décidé de doter le principal char soviétique, le T-34, d'un canon de plus gros calibre. Le défi qui l'attend dépasse une nouvelle fois l'imagination. Les exigences de Staline et du commandement suprême sont littéralement insensées. En un an seulement, Ustinov doit concevoir un nouveau canon plus puissant et réarmer les milliers de chars déjà produits. Mais, de nouveau, il démontre que rien n'est impossible pour lui. Il met en compétition plusieurs projets et, grâce à un travail extrêmement bien coordonné de ses équipes, les premiers exemplaires de canons sont disponibles pour les essais au mois de décembre 1942. Hélas, un incident se produit. Le nouveau canon est si puissant que lors d'un test, la tourelle du char s'effondre. Certes, Ustinov et son équipe disposent d'encore suffisamment de temps pour améliorer le système. Mais ils ont commis une grave erreur, dans leur frénésie, ils ont déjà averti Staline que le canon fonctionnait. Ustinov est conscient du danger. Il craint surtout pour ses collaborateurs, et tient à les préserver d'un éventuel châtiment. Avec plus que du courage, il prend sur lui la responsabilité de l'échec devant Staline. Fort heureusement, ce dernier tient Ustinov en estime, et passe l'éponge. Le travail reprend et les nouveaux canons, revus et corrigés, peuvent être installés sur les chars dans les délais prévus. L'impact sur le déroulement de la guerre va se révéler énorme. Grâce à ces milliers de chars, qui, au dire des Allemands eux-mêmes, sont les meilleurs du monde, les Soviétiques vont pouvoir infliger à Hitler une défaite décisive. À l'été 1943, bien que subissant de très lourdes pertes, l'armée rouge anéantit les divisions de panzers allemands lors de la bataille de Koursk, en Ukraine, au cours du plus grand affrontement de blindés de l'histoire. Peu à peu, les nazis refluent en direction de l'Ouest, tandis que la production des usines soviétiques atteint de nouveaux records. Des milliers de chars et d'avions sortent chaque mois des chaînes de production. À la fin de la guerre, le commissariat du peuple aux armées aura produit 19 750 000 armes légères, 38 400 pièces de DCA, 138 400 canons et 110 000 chars environ. Sans compter l'artillerie de marine. Au total, cela représente une fois et demie la production d'armement de l'Allemagne durant le conflit. Dans un régime qui méprisait trop souvent la vie humaine, le mérite d'Ustinov est d'autant plus grand qu'il ne traita jamais avec dureté ses subordonnés et les milliers de travailleurs qui assurèrent l'effort de guerre soviétique. La majeure partie des hommes valides étant partis combattre sur le front, la main-d'œuvre se composait essentiellement d'adolescents, de femmes et de personnes trop âgées pour porter les armes. Ce n'était pas forcément un désavantage, certains ouvriers avaient parfois 40 années d'expérience au service de l'industrie d'armement. Toute sa vie, Ustinov demeurera un stalinien convaincu. Mais les témoignages s'accordent pour le décrire comme un homme bon, simple et ouvert d'esprit. S'il était très exigeant envers lui-même, il savait se montrer plus souple à l'égard des autres. Son immense contribution à la victoire lui vaut diverses récompenses. En 1942, il reçoit la médaille de héros du travail socialiste. 2 ans plus tard, il est promu au grade d'ingénieur-colonel dans l'artillerie. En mai 1945, Ustinov a 36 ans. Le palmarès qu'il a derrière lui est impressionnant. En l'espace de seulement 5 ans,
Il a relevé plus de défis et accompli davantage d'actes héroïques que beaucoup de dirigeants au cours de toute une vie. Pourtant, sa carrière ne fait encore que commencer. En occupant l'Allemagne, les Soviétiques ont pu mettre la main sur une partie des recherches secrètes menées par les nazis en matière de fusées. Il y a là une immense opportunité technologique à saisir. Les dirigeants soviétiques l'ont parfaitement compris. Après avoir contribué à sauver la mère patrie contre la pire menace de tous les temps, Ustinov s'apprête à entrer dans l'histoire comme l'un des pères de la conquête spatiale.